Bienvenue sur Gabon 24. La pêche illégale et les activités criminelles qui y sont associées mettent en péril la durabilité des ressources biologiques marines et menacent la stabilité économique et sociale des communautés côtières où les pêcheurs artisanaux ont besoin de pêche côtière durable pour gagner leur vie et pour survivre. Lomé, la capitale togolaise, a d'ailleurs abrité un important sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime le 15 octobre dernier. On estime à 1,2 milliard d'euros le manque à gagner annuel pour les pays du Golfe de Guinée. Un véritable gâchis, et pour en parler, nous recevons au téléphone dans Ici l'Afrique Mike Faye, conseiller spécial du président gabonais au cœur de tout un concept, toute une vision, le Gabon bleu, cher au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Et puis un juriste nous rejoint également dans cette émission. Il s'agit de Patrick Joël Ndong. Et enfin un journaliste, par ailleurs enseignant, Alain-Georges Banasoubek, qui n'est plus à présenter, correspondant du journal Mutation du Cameroun au Gabon. Bienvenue, messieurs. Bonjour, Ismaël. Nous allons peut-être partir d'abord avec M. Faye au téléphone. Alors, la pêche illégale, non déclarée, non réglementée, est pratiquée par de nombreux pays. Si la Chine est régulièrement pointée du doigt, il y a également la Russie, la Corée, Taïwan et des pays africains. M. Mike, y a-t-il d'autres acteurs de ce trafic connus à ce jour? Bon, on peut dire franchement que c'est presque le monde entier. Ici en Afrique, on est surtout touché par une pêche qui est transfrontalière africaine, on peut dire. Et souvent, c'est les bateaux des flottes internationales qui ont des licences pour un pays, donc ils sont basés localement, mais ils pêchent souvent dans plusieurs pays voisinants. Alors, comment opèrent-ils ces chalutiers lorsqu'ils arrivent au niveau des côtes gabonaises, par exemple? Bon, il faut dire que la surveillance maritime, ça coûte cher. Il faut avoir des gros moyens, des bateaux, les hommes qui sont formés, des budgets de fonctionnement importants. Et donc, il y a une véritable faiblesse sur toute la côte ouest africaine par rapport aux moyens disposés pour la lutte contre la pêche illégale. Mais il faut dire que le Gabon a fait beaucoup de progrès depuis 3 ans en déployant les moyens importants sur toute la frontière de notre ZEE. Et nous avons pu, à mon avis, diminuer la pêche illégale, pirate, qui vient de tous les côtés, de plus de 80% depuis 3 ans. Alors Mike, on va vous rejoindre dans quelques instants, seulement le temps de permettre quelques premières réactions ici sur ce plateau. Joël Patrick Ndong, vous êtes juriste. Comment percevez-vous ce phénomène qui dure malgré les sommets internationaux qui s'organisent autour des questions maritimes? Écoutez, c'est un problème transfrontalier, comme vient de le souligner l'ESPER. Et il a effectivement relevé que c'est le manque de moyens qui fait en sorte que ce phénomène devient de plus en plus récurrent. Et la question qu'on peut se poser, c'est que en n'arrivant pas déjà à juguler l'immigration clandestine, c'est-à-dire la surveillance de nos frontières terrestres, est-ce qu'on arrivera un jour à sécuriser, disons, nos frontières maritimes? C'est vraiment un problème qu'on doit prendre à bras le corps, parce que la pêche illégale, comme on le souligne ce jour, est un véritable danger. Danger parce que c'est la sécurité alimentaire qui prend un coup pour le pays. Et nous sommes convaincus que si les étrangers viennent pêcher chez nous, c'est qu'ils sont convaincus qu'il y a de la nourriture chez nous, il y a du poisson chez nous. Et il faudrait véritablement trouver les moyens sous peu pour que, à défaut de freiner le phénomène, ce qui est peut-être pas impossible mais difficile à réaliser, mais essayer de juguler le phénomène pour que les choses rentrent un peu dans l'acceptable. Voilà. La crise mondiale n'épargne pas le Gabon. Est-ce que dans un tel contexte, une telle lutte peut aboutir à des résultats probants d'ici quelques années? Alain. Bien, je voulais d'abord revenir sur déjà le phénomène de la pêche illégale, qui est un phénomène récurrent dans tout le golfe de Guinée.
Et le golfe de Guinée, vous savez que c'est une zone de convoitise. Le golfe de Guinée, c'est une autoroute maritime dans laquelle transitent l'essentiel des marchandises, l'essentiel des matières premières. Et c'est une zone qui est aujourd'hui pratiquement aux mains des pirates. On dénombre aussi bien les détournements des tankers que les détournements des bateaux de marchandises. Et à côté de cela, il y a également donc, la pêche illégale. Et vous avez tout à l'heure, dans votre propos introductif, vous avez cité des pays qui sont aujourd'hui considérés comme étant Taïwan, ce qu'on peut appeler l'axe du mal, en quelque sorte. Mais je pense que c'est beaucoup plus sur la Chine, qui aujourd'hui se montre aussi bien gourmande. La Chine a un appétit gargantuesque, on va le dire, aussi bien pour les matières premières que pour les produits halieutiques. Et ce sont pour la plupart des navires battant pavillon chinois qui se retrouvent très souvent justement dans le golfe de Guinée et surtout dans les côtes et qui menacent justement la survie même des pêcheurs artisanaux quand on sait qu'ils tirent l'essentiel de leur revenu à travers cette activité qui est une activité économique, mais également une activité à la fois sociale et économique du point de vue de ce que ça peut représenter pour les communautés côtières, pour les pays côtiers. Je pense que tout à l'heure, le Joël l'a dit, il y a un souci du point de vue de la logistique. C'est pas évident parce que les gardes-côtes et les marins sont débordés. Donc, je pense que l'Union européenne doit aider les pays du golfe de Guinée, notamment le Gabon, à pouvoir juguler ce phénomène-là. Justement, à ce niveau, nous allons repartir avec M. Mike. Monsieur Mike, vous êtes toujours là? Oui. Dites-nous, est-ce que le Gabon a signé, par exemple, un accord de pêche avec l'Union européenne et que dit, par exemple, cet accord? Oui, le Gabon a un accord de pêche avec l'Union européenne depuis 1998, qui est toujours en vigueur. Le protocole qui soutient cet accord n'est pas en vigueur. Il est en négociation actuellement. Et donc, ça soulève une question importante parce que quand on regarde la pêche au Gabon, la superficie du ZEE couvre plus de 200 000 km². C'est pas loin de la superficie terrestre du Gabon. Donc, c'est une vaste océan qu'il faut surveiller. Si nous avons des flottes, par exemple la flotte européenne, qui contribue justement à une surveillance participative et qui contribue aussi des moyens pour la surveillance, c'est très important. Je pense aussi que au niveau national, nous pouvons nous organiser beaucoup mieux pour être effectifs et vraiment présents en mer. Donc, cette année, par exemple, le Gabon a eu une collaboration avec un ONG qui a amené un bateau qui a aidé le Gabon et aussi le Sao Tomé à surveiller des ZEE avec un bateau qui pesait plus de 75 mètres. Donc, c'est des moyens qui coûtent pour une saison plus de 1 milliard, 1,5 milliard. Donc, il faut bien investir et il faut que tout le monde, à mon avis, contribue à cette problématique. Voilà. Pour éviter ces problèmes, plusieurs pays ont créé des zones d'exclusion à proximité de leurs côtes. Ces zones sont réservées aux pêcheurs nationaux, artisanaux, avec pour objectif de conserver les stocks de poissons. Est-ce que ces zones d'exclusion existent-elles déjà au Gabon? Oui, le Gabon, depuis 2015, a republié, a signé un décret qui organise le zonage de pêche. Et donc, il y a la zone 1 qui est réservée uniquement aux Gabonais, zone 2 qui est pour les sociétés mixtes, normalement, des pêcheurs artisanaux, et la zone 3 réservée pour les bateaux nationaux qui pêchent dans les eaux gabonaises, soit par partenariat, soit en créant une société locale. Donc nous avons plusieurs bateaux chinois ici au Gabon qui exercent de pêche avec des bateaux battant pavillon gabonais.
Et maintenant, au-delà de 12 miles nautiques, ça c'est la zone qui est réservée normalement pour les flottes internationales telles que la flotte européenne des thoniers. Dites-nous, au niveau du Gabon, par exemple, lorsqu'on on prend en mer des chalutiers qui viennent de l'extérieur, qu'est-ce qui est fait? Est-ce que, par exemple, ces derniers mois, ces dernières semaines, vous avez pu interpeller des exploitants de ce secteur qui opéraient, par exemple, une pêche illégale sur nos côtes? Oui, donc nous avons une surveillance, à mon avis, qui est assez efficace maintenant. La Marine nationale déploie pas mal de moyens. Le secteur, le ministère de la Pêche déploie aussi les moyens et l'Agence des parcs nationaux. Donc, ensemble, nous sommes présents sur toute la côte du Gabon. Y compris la frontière sud et la frontière nord. Il faut dire franchement que depuis quelques années, nous avons remarqué l'incursion importante des bateaux venant de Pointe-Noire au Congo. Et pas plus tard qu'il y a une semaine, nous avons encore arrêté un chalutier chinois, en fait, battant pavillon congolais, à la frontière vers Mayumba. Et donc, c'est une bataille constante, mais je pense qu'une approche régionale où tous les voisins commencent à collaborer, comme le Gabon et le Sao Tomé actuellement, ça peut vraiment aider à réduire cette pêche transfrontalière. Ce sera là ma dernière question. Monsieur Mike, est-ce que vous avez le sentiment, alors du moins pas vous, les autorités gabonaises, ont-elles le sentiment aujourd'hui que ces braconniers de mer bénéficient des complicités internationales? Oui, bon, donc il faut voir que la pêche, c'est vraiment, quand on voit un bateau qui peut quitter le Côte d'Ivoire et en quelques jours être en pêche au Gabon, et vu la grande superficie à couvrir et vraiment la présence minimale des bateaux, cette organisation internationale qui existe pour en fait voler ces ressources qui sont d'une grande valeur. Je pense que dans un monde avec 7 milliards d'habitants et avec les besoins alimentaires un peu partout dans le monde, y compris la Chine, toute l'Asie, toute l'Afrique, il y a une grande organisation internationale de ce trafic des ressources halieutiques, ça c'est sûr. Mike Five, conseiller spécial du président gabonais, chargé du programme Gabon Bleu, merci. Merci beaucoup. On retourne ici sur ce plateau et je crois que son intervention suscite des réactions. Alain Georges. Bien sûr, je crois que ce que l'expert vient de dire est, à mon avis, suffisamment édifiant sur l'ampleur de ce phénomène de la pêche illégale. Mais moi, je voulais plutôt dire qu'on a aussi, malheureusement, les frontières maritimes ne sont pas étanches et ne sont pas déterminées. L'autorité de 1884, qui a délimité les frontières des pays africains, apparemment n'a pas tenu compte des frontières maritimes. Donc, quand on se retrouve souvent dans ces eaux-là, on a comme l'impression que c'est un no man's land, comme on dit. C'est-à-dire que des zones de non-droit. Voilà, ces zones de non-droit. Et donc, il y a un certain nombre de navires qui peuvent empiéter dans les territoires des pays voisins, souvent, même sans le savoir, parce qu'il n'y a pas de délimitation. Et de manière générale, de manière transversale aussi, le problème est sérieux et me paraît suffisamment grave. Et pour que les pays africains, et notamment avec l'appui des bailleurs internationaux, notamment l'Union européenne, que ce phénomène soit pris à bras le corps pour qu'on trouve effectivement des solutions idoines. Alors, de manière générale, ce qui se passe, c'est que on se retrouve dans un contexte où les gens refusent de respecter la loi, et tout en sachant qu'ils vont, par exemple, ils vont piller ces zones d'exclusion qui sont réservées aux artisans, aux pêcheurs artisanaux, et tout en sachant aussi que
nos pays n'ont pas les moyens de les repérer. Parce qu'il faut dire qu'ils ont des techniques pour contourner, hein, ils savent comment faire pour déjouer la vigilance des gardes-côtes. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait renforcer l'arsenal. Hein, il faudrait que l'arsenal de contrôle soit renforcé, qu'on utilise même des drones si possible, tous les moyens technologiques pour repérer tous les navires qui justement opèrent dans ces zones interdites. Alors, Joël, on sait que les zones de pêche appartenant aux pays africains sont protégées par le droit international. Comment on en arrive là? Est-ce qu'il est possible de poursuivre ces braconniers de mer? La question a un double aspect, hein, parce que vous savez, en matière internationale, le droit international est clair. Nous avons, quand on parle de souveraineté d'un État, on a deux aspects. On a l'aspect interne et l'aspect international. L'aspect interne, c'est d'abord une mission régalienne de l'État de protéger ses frontières, que ce soit des frontières terrestres, que ce soit des frontières maritimes. Donc à partir de ce moment, il incombe d'abord à l'État de le faire de façon sérieuse. Maintenant, lorsqu'on adhère à une convention internationale, c'est souvent difficile de parler de sanctions parce que les normes internationales n'ont pas souvent ce qu'on appelle le caractère coercitif. C'est-à-dire on ne sent pas trop la sanction internationale. À partir de ce moment, c'est l'État qui devrait, pour défendre son territoire, pour défendre sa population, parce que la consommation prend un coût. L'État doit nécessairement prendre des mesures drastiques pour essayer de juguler ce problème. Vous pensez à l'approche qui consiste à dire qu'il faut renforcer les moyens le dispositif, voilà, le dispositif national, il faut le renforcer, puisque la solidarité internationale ne suit pas avec les sanctions le plus souvent. Ils vont constater que cela a été fait, ils vont dire, bon voilà, on comprend, mais après, il n'y a pas de suite. Et cette suite-là fait en sorte que les pirates ne soient pas dissuadés. Ils reviennent de plus belle parce qu'ils savent que dans l'avenir ou bien dans l'immédiat, il n'y a pas de sanctions qui puissent faire en sorte que ce phénomène-là soit véritablement stoppé ou freiné. À ce rythme, Alain-Georges Banasoubek, il faut craindre que les fonds marins africains soient vidés de leurs ressources d'ici quelques années. Bien sûr. Il y a l'enjeu, à mon avis, à la fois un enjeu économique et même un enjeu sécuritaire aussi. Parce que tout à l'heure, je vous disais que le mode opératoire, de manière générale, c'est la piraterie qui se vit dans tout le golfe de Guinée. Et justement, l'enjeu économique est celui-là aussi. C'est qu'avec le temps, on se demande bien si les fonds marins africains comporteront encore des ressources halieutiques. Et je pense que c'est extrêmement grave. Extrêmement grave, surtout qu'il y a, à mon avis, un enjeu aussi lié même au développement durable, aux écosystèmes aussi. Parce qu'il faut préserver aussi l'écosystème marin ou maritime. Parce que les poissons font partie justement de cet écosystème. Donc, si on les vide, ce qui est extraordinaire dans ce que nous sommes en train de dire, c'est que le mauvais exemple vient souvent des pays européens, des pays asiatiques. Mais les pays asiatiques sont, on le sait, les pays asiatiques aujourd'hui, qui sont des véritables pays émergents, aujourd'hui, se lancent à la conquête du monde. Et naturellement, des pays africains qui sont pour ces pays-là un réservoir de matières premières, mais aussi un réservoir de ressources halieutiques. Et comme ils surfent sur la vague de ce que moi j'appelle, ils surfent sur la vague on va dire quoi, de l'incohérence ou de l'insuffisance des moyens de contrôle. Et c'est justement dans ces zones qu'ils viennent opérer, parce qu'ils savent que c'est des zones qui ne sont pas, c'est des pays qui n'ont pas mis un arsenal aussi bien juridique, suffisamment coercitif, qu'un dispositif même de contrôle. Et justement, ils tiennent compte de tous ces paramètres-là pour venir donc s'aimer, pour ainsi dire, au désastre dans les fonds marins. Alors, les pays européens qui viennent donc, les chalutiers européens qui viennent donc décimer nos mers, on va le dire comme ça, c'est de mauvais exemples pour les gens qui doivent donner le bon exemple. Ah oui, comme vous le dites si bien, monsieur Ismaël, les pays européens ou asiatiques, nous on les connaît seulement en donneur de leçons. On ne les a jamais connus comme des États voyous. Mais nous constatons que quand il s'agit de se nourrir, on est capable de changer de nature. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il se retrouve des États voyous qui viennent chez nous. Et nous, comme on n'a pas les moyens pour se défendre, on va se faire envahir. Et nos ressources halieutiques, comme disait mon confrère à côté, seront vidées de nos fonds. Et puis bon, voilà, la sécurité alimentaire dont on veut tendre vers
elle commence à avoir déjà à son sein déjà des écueils ou bien des obstacles. Alors, il y a un autre aspect qui est fondamental. Autant on dit que de temps à autre, là, vous avez les agents des eaux et forêts qui disent que la chasse est fermée. Autant, c'est le cas également pour la mer. Voilà, pour la mer. Il y a des périodes au cours desquelles on ne peut pas pêcher. Parce qu'il faut permettre justement aux espèces, à ces espèces halieutiques de se reproduire. Qu'est-ce qu'on constate? On constate malheureusement que c'est dans ces zones interdites qu'ils vont. Vous voyez que c'est criminel même à la limite. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve dimanche prochain autour d'un autre thème. Ainsi se referme Ici l'Afrique d'aujourd'hui.